Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE ? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises ? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien ? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer une question centrale dans le développement d'une entreprise, qui est la question de comment se faire connaître. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En effet, quand on démarre une activité ou qu'on lance un nouveau produit, il est nécessaire de se faire connaître et puis ou de faire connaître le produit qu'on lance ou le service qu'on lance. Voilà. En définitive, c'est toute la question de la stratégie de la communication, voire au-delà, c'est aussi toute la stratégie commerciale, mais c'est pas seulement ça, on verra comment. En fait, quand on lance une activité, on peut dire que personne ne vous connaît, quel que soit le type d'activité, puis on va chercher à se faire connaître auprès de nos cibles, enfin des clients potentiels, et puis auprès éventuellement de prescripteurs. Je reviendrai aussi là-dessus, parce que c'est aussi souvent par ce biais-là qu'on se fait connaître, parce que quand on est tout seul, artisan, commerçant, consultant par exemple, c'est compliqué de se faire connaître. Donc les prescripteurs par exemple, ils vont vous recommander parce que ils vont dire voilà, un tel fait tel produit ou tel service, et c'est comme ça qu'on va se faire connaître. Encore, il faut avoir réfléchi auparavant à qui sont mes clients et comment je les atteins et quelles sont mes cibles. Si on est commerçant, il est tentant d'ouvrir son commerce et puis d'attendre que les clients viennent finalement. Donc j'installe ma boutique dans une rue la plus passante possible, parce qu'il y a aussi cette question-là. Si on n'a pas réfléchi à la localisation de son implantation, admettons par exemple, je m'installe dans une rue qui n'est pas du tout passante, où les gens ne vont pas, on risque d'avoir un petit souci de fréquentation, et donc c'est quand même important pour un commerce, donc ça se réfléchit avant. En général, les gens réfléchissent à cette question de l'implantation. Il faut s'informer aussi, quand on a un commerce, savoir s'il va y avoir des travaux dans le quartier en question, parce que s'il y a des gros travaux, par exemple, je sais pas moi, un tramway par exemple, pour ne pas citer les plus grands travaux, ça peut impacter très fortement l'installation d'un commerce juste à ce moment-là. Donc s'il y a des travaux très importants dans le secteur où on s'installe, il vaut mieux avoir connaissance de tout ce qui va se faire dans ce quartier en général. Je sais pas, il peut y avoir la revitalisation d'un quartier. Alors ça peut être très bien, c'est la mise sous forme piétonne de rues, des choses comme ça, mais ça entraîne des travaux. Du coup, les gens peuvent pas venir. Enfin bon, donc c'est important d'y penser quand on est commerçant. Ça peut être intéressant aussi de connaître éventuellement le chiffre d'affaires potentiel généré dans les commerces même différents du quartier, parce que est-ce qu'il y a une bonne fréquentation, est-ce que ça génère du chiffre d'affaires? Évidemment, ça peut être très différent d'une activité à l'autre ou d'un commerce à l'autre, ou d'un artisan commerçant comme les coiffeurs par exemple. C'est pas pareil que, je sais pas, d'un magasin de farce et attrape, je cite des exemples comme ça, mais ou de vente de cosmétiques ou de choses comme ça. Donc c'est intéressant de savoir si de faire sa petite prospection pour savoir si les autres commerçants gagnent leur vie, finalement. Alors ça peut être dû à leur notoriété, évidemment, notoriété qu'on n'a pas quand on démarre, mais c'est important de le savoir. Quels sont mes concurrents ? Si je suis boulanger, alors ce sont des artisans aussi, il y a une partie commerce, mais si je suis boulanger, s'il y a d'autres boulangeries, je vais peut-être chercher à savoir quand est-ce qu'elles sont ouvertes, et moi j'ai peut-être être ouvert au moment où elles sont fermées, enfin voilà, donc et puis savoir si ça fonctionne, enfin etc. Qu'est-ce qu'ils vendent, parce que c'est pas forcément le même type de pain, c'est pas le même type de pâtisserie, enfin peu importe quoi, voilà. Donc il y a un certain nombre de petites choses à savoir avant, comment les autres font. Est-ce que ça fonctionne, voilà. Si on est artisan, j'en ai déjà plus ou moins cité, les boulangers, les artisans, par exemple, mais
Ça peut être aussi enfin, si je suis couvreur, électricien, etc., je m'installe. Un des enjeux, c'est de se faire connaître. Hein. Je m'installe, je travaillais dans une grande entreprise ou une entreprise, une PME d'électricité ou de chauffage ou de plomberie, par exemple. Je m'installe tout seul. Je peux aller voir mes anciens clients, ce qui n'est pas une démarche très... Enfin, voilà, déontologiquement, c'est toujours un peu compliqué, surtout sur le même territoire, mais enfin, bon, rien ne l'interdit s'il n'y a pas de clause de non-concurrence. Mais il faut quand même se faire connaître. Donc on peut le faire en publiant un article de son installation dans le journal local. C'est souvent ce que font les artisans. C'est-à-dire qu'ils vont faire publier dans le journal local, dans la presse régionale, la PQR, comme on dit, ils vont faire publier un article mentionnant leur installation, et donc ils pensent qu'ils vont démarrer comme ça. C'est pas forcément suffisant, quoi. C'est ça. Donc, soit ils sont connus dans le métier, et puis du coup, ils vont très vite avoir des clients. Si c'est des particuliers, voilà, ils sont connus dans un certain milieu, ou d'autres entreprises qui vont faire appel à eux dans le secteur du bâtiment, par exemple, et puis ça va fonctionner comme ça, mais c'est pas forcément, c'est pas comme ça que ça va marcher. Les clients vont pas forcément affluer, donc il y a quand même quelques petites études à faire. Donc il faudra affiner sa prospection, éventuellement son marché. Alors évidemment, pour les artisans, c'est un gros mot, ça, regarder son marché, mais c'est quand même tellement important de voir s'il y a un marché autour de soi, s'il n'y a pas trop de concurrents dans son domaine, ne serait-ce que ça. Et puis il faudra savoir comment on va se différencier. Alors encore une fois, ce sont comment dire, des activités connues, électricien, couvreur, charpentier, des choses comme ça. Alors après, on peut être connu sur finalement, sur ses compétences. On dit, bah, lui, c'est un bon couvreur, c'est un bon charpentier, c'est un bon électricien. Mais il faut du temps pour faire connaître cette compétence-là. Donc au départ, il faut mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et comment moi je vais me différencier par rapport aux autres pour attirer des clients, voilà, ça peut être simplement, par exemple, un artisan, d'avoir une certification que d'autres artisans n'ont pas, par exemple. Bon, il en existe plein dans le bâtiment, par exemple, hein, mais ça peut être tout à fait intéressant. Je peux apporter un service complémentaire dans mon métier, c'est que voilà. Mais tout ça, faut le faire connaître. Donc on est toujours sur la même problématique. Si on est prestataire de service, de toute façon, c'est la même chose. Et pour la prestation de service, c'est presque plus... alors, vous me dire, certains artisans sont des formes de prestation de service aussi, mais ce sont des secteurs qui ne sont pas forcément en difficulté économiquement parlant, parce que si... Alors, je ne parle pas des artisans dans le bâtiment neuf, par exemple, qui subit de plein fouet la crise en ce moment, mais ceux qui font de la rénovation, qui ont des petits travaux de réparation, de choses comme ça, en général, ils n'ont pas trop de soucis pour aller chercher des chantiers. Un peu partout, y compris pour les particuliers. Pour la prestation de services pure, hein, comme nous on fait ici dans l'entreprise, c'est toujours un peu plus lent, plus compliqué, parce que quelquefois ce sont des services qui ne sont pas forcément primordiaux, qui ne sont pas considérés comme utiles. Là, j'ai parlé de la communication par exemple, mais dont on parle finalement dans ce podcast, mais c'est toujours un peu plus lent, c'est un peu plus compliqué de faire connaître son service et puis de percer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises de services qui ne perdurent pas, qui sont moins pérennes, parce que ça demande beaucoup plus d'énergie. Voilà. Si vous êtes consultant dans un domaine, par exemple, encore une fois, souvent des gens tout seuls, il faut à la fois faire le commercial et faire la communication. C'est toujours un peu compliqué, et puis ça prend du temps. Donc, ça demande plus d'énergie, mais de toute façon, il faut quand même communiquer, dire qu'on est là. On va aller, quand on fait la prestation de service, souvent, on va se faire connaître auprès de prescripteurs, parce que c'est eux qui vont nous recommander pour telle ou telle chose, voilà, dans tel ou tel domaine. C'est peut-être des fois compliqué quand on fait de la prestation de service, par exemple les services à la personne, parce qu'on a des particuliers comme cible, hein, on fait du B2C comme on dit. Donc faut se faire connaître auprès des particuliers. Ça peut être plus long. Mais bon, voilà, il faut quelquefois avoir une vitrine. C'est souvent les services à la personne ont souvent des vitrines, comme les commerçants.
Donc c'est une façon aussi de communiquer et d'aller chercher d'aller chercher des clients. Mais pour les autres prestations de services, c'est souvent participer à des salons, c'est se tourner vers des prescripteurs qui vont vous recommander, comme je l'ai dit. Si c'est des consultants, on va aller trouver des gens dans les secteurs technologiques comme les technopoles, certains services publics aussi, parce qu'on est obligé de se faire connaître auprès de certains services publics. Je peux penser par exemple les gens qui font d'urbanisme, par exemple. À un moment donné, il faut qu'ils se fassent connaître auprès des collectivités locales, puisque par définition, souvent pour l'urbanisme, ce sont les collectivités locales qui vont faire appel à leurs services. Donc là, il y a un travail de prospection particulier avec une cible particulière. Bon, ça paraît tellement évident qu'on dit ça comme ça, mais il faut quand même faire cette démarche-là. Si on est industriel ou même une petite PMI, il va falloir... souvent, on fait une étude de marché, parce que si on conçoit une usine, même si elle est petite, ça peut être... en tout cas, par exemple, en Bretagne, il y a des usines qui vont d'agroalimentaire, par exemple, de production de biscuits, par exemple, ou de gâteaux, qui sont des petites usines. Néanmoins, il faut faire une petite étude de marché pour savoir comment on va pouvoir vendre ces produits, soit localement, soit au niveau national, voire à l'international, parce que si c'est une spécialité, par exemple, locale, ça peut être intéressant de faire cette étude de marché et comment on va le faire. Donc, on va déterminer les cibles, par quel canal on va vendre ces produits-là, et puis surtout, on va étudier les investissements, parce que ça fait partie aussi finalement de quelles ressources on va mettre en face pour produire ces produits. Ça peut être des gâteaux ou autre chose, au niveau industriel. Ça peut être de la tôlerie, enfin des choses comme ça, mais donc il y a des usines qu'il faut monter, il y a des locaux à financer, et donc là, il y a intérêt à avoir ces plans d'affaires qui vont de toute façon vous être demandés par les banques, et les plans d'affaires dépendent aussi finalement un peu de la stratégie marketing et de la communication que vous allez mettre en place. Donc de toute façon, tout est lié. En réalité, quand je parle de marketing, même si c'est un gros mot pour certains, parce que je vois bien que quand on parle de ça à des artisans ou des commerçants, ils pensent que c'est une manière finalement de tromper les gens, quoi. Mais le marketing, c'est une science, et donc ça aide justement à savoir qui on va chercher comme client potentiel, et même pour des petits commerçants ou pour des artisans, c'est intéressant de savoir à qui on va vendre, comment on va organiser les offres. Et puis, par quels canaux, finalement, on va aller chercher nos clients, parce que c'est à la base du marketing, pour ceux qui connaissent, évidemment. Et puis aussi, quelles ressources on va mettre en face, parce que, encore une fois, si vous avez une usine, c'est quelles ressources vous allez mettre en face. C'est pas que des ressources financières, il va falloir des gens qui vont fabriquer, quoi. Je ne sais pas, moi, de toute façon, même un boulanger, il a besoin de ressources, même si c'est lui qui fait son pain tous les matins à partir de 3 ou 4 heures du matin. À un moment donné, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui vende le pain le matin. Il pourra pas tout faire, quoi. Il y a une partie aussi vente. Voilà. Donc, c'est très important, encore une fois, de connaître ses concurrents, comment vous allez vous différencier. Encore une fois, c'est très, très, très important. Parce que vous risquez de ne pas pérenniser votre entreprise si vous n'avez pas déterminé toutes ces contraintes, tous ces paramètres-là. Et quelle valeur vous allez apporter à vos clients, parce que finalement, c'est la valeur que vous apportez à travers vos produits et vos services qui va déterminer le fait que vos clients vont faire appel à vous ou pas. Que vous soyez un bon couvreur, un bon électricien, un bon commerçant, un bon consultant, un bon industriel, peu importe. Voilà, si votre service, vos produits sont bons, c'est ça qui va être... voilà. Et donc, à ce moment-là, vous allez aussi savoir vous allez déterminer votre mode de communication. Vous allez communiquer, donc ça peut être au début du bouche à oreille, c'est vrai, c'est une forme de communication qui marche quand même de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de monde, en tout cas dans certains secteurs d'activité. Donc le bouche à oreille, c'est bien, mais c'est souvent pas par là que ça peut démarrer comme ça. Il y a beaucoup d'activités. Dans l'artisanat, ça marche souvent comme ça, parce qu'on dit, tiens, moi je connais un bon couvreur, un bon électricien, un bon chauffagiste, peu importe, un bon plombier. Et après, il y a de la communication à faire, peut-être sur les réseaux sociaux, sur Internet, faire des encarts dans les journaux. Il y a toujours une forme traditionnelle de communication qui peut être utilisée. On peut faire des portes ouvertes, on peut faire tout un tas de choses comme ça. Il n'y a pas de souci, mais ce sont des formes de communication. Donc grâce à
cette stratégie marketing, au plan de communication, vous allez pouvoir prospecter commercialement, parce qu'on parle bien aussi de commercial, mais le commercial, la phase commerciale, elle s'appuie sur les phases d'avant, c'est-à-dire le marketing et la communication. Une fois que vous avez ces supports-là, que vous avez déterminé à qui vous allez vendre, quelles sont vos cibles et comment vous allez vendre, et avec quel support vous allez vendre, vous pouvez faire de la prospection commerciale. Et vous allez savoir aussi quelles ressources vous allez devoir intégrer pour pouvoir offrir les services ou les produits aux clients qui vont faire appel à vous. Donc en conclusion, il ne faut pas négliger, même si on est un artisan ou un commerçant, la stratégie marketing et le plan de communication pour atteindre ses cibles et gagner des clients. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.